Dans le but d'améliorer le climat des affaires et doubler la stabilité de la croissance économique positive chaque année, le Centre de formalité des entreprises a établi un bilan sur la création des entreprises en 2024. Selon le Centre de formalité des entreprises, en 2024, le Togo a enregistré une création de 14 919 nouvelles entreprises, marquant une légère baisse par rapport aux 15 654 dénombrées en 2023. En effet, au cours du premier semestre de l'année 2024, 7 964 entreprises ont été enregistrées entre janvier et juin 2024, contre 8 283 sur la même période en 2023, soit une diminution de 4%. Par contre, en septembre, le nombre de nouvelles entreprises créées s'est élevé à 11 979. Ce chiffre marque ainsi une légère augmentation de 2% par rapport aux 11 733 entreprises enregistrées à la même période de l'année précédente. En somme, cette diminution correspond à une baisse de 13% et traduit une augmentation de 4,6% par rapport à l'année 2022 où 13 835 entreprises avaient été créées. Par ailleurs, selon le CFE, les entreprises formalisées par des Togolais représentent la majorité des nouvelles créations avec 12 371 structures en 2024 contre 13 032 en 2023, démontrant une baisse de 4%. La part des entreprises portées par des étrangers a également légèrement diminué, passant de 2622 en 2023 à 2548 en 2024, soit une baisse de 2%. D'après le bilan, 4450 entreprises ont été lancées par les femmes en 2024 contre 4297 en 2023, reflétant une progression de 3,5%. Les femmes représentent ainsi 30% des créateurs de nouvelles structures au cours de l'année. En revanche, le nombre d'entreprises lancées par des hommes a baissé de 7,8%, s'établissant à 10 469 contre 11 357 en 2023. Lancée le 20 décembre dernier dans le but de garantir une atmosphère paisible et sereine lors de la célébration des fêtes de fin d'année, l'opération Kélégu dresse son premier bilan. Selon le ministère de la Sécurité, plus de 5000 agents issus de la police et de la gendarmerie ont été déployés sur l'ensemble du territoire national. L'opération a permis de contrôler un total de 6 903 personnes. Il ressort que 151 personnes d'entre elles ne disposent pas de pièces d'identité et ont été interpellés. Aussi concernant les engins, 73 motos sans documents justificatifs ainsi que 119 véhicules ont été saisis et mis en fourrière. D'autres saisies ont aussi marqué l'opération Kélégu. Il s'agit de l'interception de 2 armes artisanales, des armes blanches, des coupes-coupes et de l'essence frelatée. Par ailleurs, 2 présumés braqueurs en cavale ont été arrêtés à Kévé dans la même période. Le Togo arrivera à fin 2025 au terme de son ambition quinquennale de moderniser l'administration publique. Alors en cette année 2025, la fonction publique togolaise a encore prévu de recruter plus de 14 000 nouveaux agents pour plus de renforcement. Rappelons qu'en décembre 2024, il y a eu 3008 nouveaux recrues. Selon les données du ministère de la Réforme, du Service public et du Travail, le secteur de l'enseignement occupe une place prépondérante avec environ 8000 postes et un pourcentage de 57% de nouveaux recrues, qui inclut également 4400 postes en cours de recrutement et une prévision de 3600 pour l'année 2025. Dans le domaine de la santé, il y aura plus de 2400 nouveaux agents, 800 dans le secteur financier et par ailleurs, l'École nationale d'administration fera sa part de contribution pour renforcer la capacité administrative avec des nouveaux diplômés. Rappelons qu'il y a un nombre de 2725 recrutements généraux en attente. Face à tout cela, il est prévu le départ à la retraite de certains fonctionnaires dont l'estimation est à 1300 en cette année 2025. Au total, la fonction publique togolaise comptait près de 71 000 agents et 70 984 en fin d'année 2024.
Quelques années après sa création, le programme d'urgence pour la région des savanes PERS, visant à améliorer la résilience des populations vulnérables au nord du Togo, fait son bout de chemin. Entre l'année 2021 et 2023, le taux de couverture en électricité dans la région des savanes est passé de 29% à 42%, permettant à plus de 15 000 foyers d'accéder à l'électricité. En ce qui concerne l'eau potable dans la région des savanes, près de 80 000 personnes ont bénéficié de nouvelles infrastructures hydrauliques, faisant grimper le taux de desserte rurale de 64% à 73,5%. En matière d'agriculture, plus de 1000 hectares de terre ont été aménagés et des équipements modernes distribués pour renforcer la productivité et la compétitivité des exploitations locales dans la région. Ceci est une évolution pour le secteur agricole qui en réalité est un secteur clé de l'économie régionale. Notons que récemment, le PERS s'est inscrit dans une dynamique d'expansion à l'ensemble du territoire. Ceci avec un budget prévisionnel de 326 milliards de francs CFA. Parmi les projets d'expansion du PERS, l'on note la construction d'une centrale solaire de 25 MW à Dapaon qui sera assortie d'un système de stockage d'énergie de 40 MWh. Rappelons que ce projet de construction de centrale solaire fait partie des bénéficiaires du financement de 200 millions de dollars de la Banque mondiale, dont une partie est dédiée au PERS. Les autorités ivoiriennes ont tranché. Le navire Zimrida, longtemps bloqué hors des eaux ivoiriennes, n'est pas une bombe flottante. Ce mardi, il a finalement accosté au port d'Abidjan avec à son bord 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. Les autorités assurent cette cargaison, utilisée pour les engrais et industries minières, ne représente aucun danger pour les installations portuaires ni pour les populations. Tout serait en règle, autorisation incluse. Ce matin, une visite de presse a été organisée à bord pour rassurer. Ces dernières années, il y a eu une expansion de l'industrie minière. Et c'est chaque jour qu'il y a des découvertes de nouvelles mines, des mines de classe mondiale. Ces mines-là utilisent beaucoup d'ammonium. Et pour vous donner quelques chiffres, en 2023, le port d'Abidjan a manipulé 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. En 2024, on a manipulé en réalité 46 375 tonnes de nitrate d'ammonium. Tant que l'industrie minière va aller croissante, vous verrez aussi le trafic d'ammonium au port d'Abidjan va varier. Mais cette arrivée fait graisser les dents. Le nitrate d'ammonium reste associé à des drames comme l'explosion au port de Beyrouth en 2020. Sur les 20 000 tonnes transportées par le Zimrida, près de 7 656 tonnes sont destinées à un client ivoirien. Une partie de l'opinion publique reste méfiante. Les tensions entre le Mali et l'Algérie s'intensifient après que le gouvernement malien a porté des allégations d'ingérence à l'encontre d'Alger la semaine dernière. Bamako accusait également le pays de complicité avec les terroristes qui sévissent dans le Sahel. Des propos intervenus alors que l'Algérie prend la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies avec la lutte antiterroriste en Afrique comme priorité. Le Mali s'exprimait notamment en réaction au refus du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, de qualifier de terroristes les mouvements séparatistes touaregs du nord du Mali, signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015. Cet accord qui visait à résoudre politiquement le conflit dans le nord du Mali opposait la République du Mali à la coordination des mouvements de l'Azawad, mouvement séparatiste touareg. Au cœur des tensions entre les deux pays, cet accord est considéré comme caduc par les militaires au pouvoir au Mali, qui s'en sont retirés il y a un an. Le Soudan traverse une crise humanitaire majeure avec plus de 11,5 millions de déplacés internes fuyant les combats. Selon Edem Wosurnou, directrice des opérations et du plaidoyer du Bureau humanitaire de l'ONU, le mois de décembre a été marqué par une violence sans précédent. En décembre, les combats ont encore empiré, notamment dans le camp de déplacés de Zamzam, où des civils ont été tués et blessés par des tirs. Certaines personnes tentant de quitter le camp ont aussi été empêchées. Les violences ont continué dans d'autres régions comme Khartoum, Al-Jazira, Sénar et dans les Kordofan sud et ouest. Le 19 décembre, lors de notre dernière réunion du Conseil de sécurité, 3 de nos collègues du Programme alimentaire mondial ont perdu la vie dans une frappe aérienne à Yabou, dans l'état du Nil bleu.
Yabous in Blue Nile State. Dans ce contexte chaotique, le Soudan semble aussi tourner son regard vers la scène internationale. Nous pensons que le président Donald Trump est un faiseur d'accords. Alors nous serons prêts à conclure un accord avec lui. Nous ne viendrons pas les mains vides. Nous avons notre plan d'action pour nous engager avec les États-Unis à tout moment. L'ambassadeur soudanais à l'ONU cherche aujourd'hui à convaincre les grandes puissances et particulièrement l'administration Trump de jouer un rôle crucial dans l'issue de ce conflit. L'administration Biden a accusé les forces de soutien rapide soudanaises de génocide dans la guerre civile au Soudan. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré mardi que les RSF commettent des atrocités, notamment des attaques ethniques ciblées, des meurtres et des violences sexuelles. Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à Mohamed Hamdan Daglo, le chef des forces de soutien rapide soudanaises, ainsi qu'à 7 entreprises liées au groupe armé situé aux Émirats arabes unis. L'État du Golfe est également accusé d'avoir soutenu les RSF dans ce conflit qui a débuté en avril 2023 et a provoqué un désastre humanitaire, forçant des millions à fuir. Jean de Dieu Wukunda, un artiste rwandais malvoyant, a mené une carrière fructueuse dans la peinture et le dessin en dépit de sa cécité. Malgré son handicap, il a maîtrisé une forme d'art qui dépend traditionnellement de la vision, créant des œuvres qui comprennent des portraits, des croquis de personnes, d'animaux et d'architecture. Son art lui sert non seulement d'exutoire, mais aussi de moyen vital pour faire face aux défis de la vie. Lorsque je suis devenu aveugle, j'ai réalisé qu'il n'était pas nécessaire de rester au lit toute la journée et j'ai décidé de reprendre mes activités de peintre. J'ai été déprimé pendant une année entière, je ne pouvais même pas parler, je passais tellement de temps à réfléchir à la suite de mon activité de peintre. J'ai demandé à Dieu un peu de vision et au fil du temps, j'ai retrouvé un peu de vue d'un œil. C'est ainsi que j'ai pu recommencer à peindre. Jean de Dieu fait vivre sa famille de 4 personnes grâce à son art, gagnant environ 40 000 francs rwandais par dessin, ce qui couvre leur loyer. Il souligne les possibilités limitées offertes aux personnes handicapées et demande au gouvernement de soutenir davantage les artistes handicapés pour qu'ils puissent s'épanouir. Le directeur du centre de ressources de Masaka fait part de son opinion sur les raisons pour lesquelles le soutien aux personnes handicapées est limité. Jado était un étudiant de cet institut. Il était talentueux et très déterminé à réussir contre toute attente. Il est vrai que les personnes handicapées bénéficient de l'aide du gouvernement, mais c'est la mise en place des capacités d'autonomie chez les personnes handicapées qui est la priorité, en particulier dans une institution privée comme la nôtre. En 2020, 740 000 personnes souffraient d'une déficience visuelle. Le centre de ressources de Masaka n'accueille qu'une cinquantaine d'étudiants au début de chaque année, ce qui encourage d'autres Rwandais à rejoindre de tels centres de réhabilitation afin d'acquérir des compétences et une éducation et de mener une vie meilleure. My name is Diana Iriza in Kigali, Rwanda for Africa News. Le retour de la dépouille du défunt président américain Jimmy Carter à Washington. Le cercueil est arrivé par avion de son état d'origine, la Géorgie, où il reposait depuis samedi au centre présidentiel Carter. C'est ainsi que le 39e président des États-Unis regagne la capitale fédérale, près de 44 ans après sa défaite aux élections de 1980. Une foule d'admirateurs à la file indienne vit en présentiel ces moments d'intense émotion devant le Capitole. J'ai rencontré Jimmy Carter au Japon il y a de nombreuses années lors d'une réception au cours de laquelle il faisait campagne avec les Japonais contre le ver de Guinée. Il s'agit d'une maladie extraordinaire, pas extraordinaire mais horrible, une maladie infantile en Afrique. Je pense donc qu'il est très important de lui rendre hommage.
Les troupes américaines conduisent le défunt président au Capitole. Dans ce cercueil drapé du drapeau des États-Unis, il est posé au centre de l'édifice pour les hommages des membres du Congrès et de la vice-présidente Kamala Harris. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un dernier hommage à Jimmy Carter, vétéran de la marine, cultivateur de cacahuètes, gouverneur de Géorgie et président des États-Unis. James Earl Carter Jr. aimait notre pays. Il a vécu sa foi. Il a servi le peuple. Et il a laissé le monde meilleur qu'il ne l'a trouvé. Les funérailles de Jimmy Carter sont prévues pour jeudi à Washington, en présence du président Joe Biden. L'ex-chef de l'État, décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans, sera ensuite ramené par avion à Plains, en Géorgie, pour être inhumé dans sa ville natale. Mark Zuckerberg a annoncé vouloir mettre fin aux vérificateurs de faits sur Facebook et Instagram. Une déclaration qui intervient moins de 2 semaines avant l'entrée en fonction de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le directeur de Meta annonce que les 2 plateformes de réseaux sociaux travailleront progressivement à la suppression des vérificateurs de faits dans les mois à venir. Mark Zuckerberg précise que l'ancien système sera remplacé par une nouvelle fonctionnalité similaire aux notes communautaires de son concurrent Elon Musk sur X. Le directeur de Meta ajoute que l'entreprise va également simplifier ses politiques de contenu et supprimer de nombreuses restrictions sur des sujets tels que l'immigration et le genre. Il ajoute que les filtres et les systèmes en place seront réaffectés pour créer, selon ses termes, un environnement plus inclusif et s'est également engagé à travailler avec la future administration Trump. Selon les vérificateurs de faits du Washington Post, le président américain élu aurait fait plus de 30 000 déclarations mensongères lors de son premier mandat entre 2017 et 2021, soit environ 21 par jour.